Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons cette édition de la dernière heure avec la déclaration du président de la République, Idriss Itno, président en exercice du SILS, par rapport à la journée du SILS qui sera célébrée demain. Population des États membres du SILS. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, notre institution commune, totalise 40 ans de vie aujourd'hui. C'est pourquoi, à l'occasion de cet anniversaire, placé sous le thème 40 ans d'action au profit des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, il nous a paru nécessaire de rappeler les grandes actions menées et qui ont contribué efficacement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Conformément à son mandat, le SILS s'est investi dans la recherche de la sécurité alimentaire, la lutte contre les effets de la sécheresse, de la désertification pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Il a conçu à cet effet des politiques et stratégies et a mis en place des instruments de développement. Ces instruments ont favorisé la mise en œuvre de programmes et projets portant sur la gestion durable de terres, la maîtrise de l'eau, l'accès aux produits agricoles et d'élevage. Population des États membres de SILS. À travers ces institutions que sont le Centre régional Agrimed, basé à Niamey, au Niger, et l'Institut du Sahel, établi à Bamako, au Mali, le SILS a acquis des techniques scientifiques de haut niveau et une expertise de pointe qui ont largement profité aux États membres et ceux de la CEDEAO. Et c'est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que je me permets d'énumérer quelques réalisations concrètes importante de notre institution commune, le SILS. Il s'agit, entre autres, de la diffusion régulière des informations fiables relatives au suivi de la campagne agricole, les outils d'alerte précoce pour prévenir les populations, la mise en place d'un système de veille assurant le suivi des flux transfrontaliers des produits agricoles et agroalimentaires, ainsi que leur évolution sur le marché régional. La formation d'un nombre important de cadres de niveau supérieur dans plusieurs domaines, notamment la protection des végétaux, l'hydrologie, l'agrométéorologie, la sécurité alimentaire et la gestion intégrée des ressources en eau. À toutes ces réalisations s'ajoute l'appui technique et pédagogique, ainsi que d'autres interventions et facilités accordées par le SILS en faveur des États membres, les organisations sœurs comme la CEDEAO, l'UMOA, la société civile, les ONG, le secteur privé, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ne perdons pas de vue la réalisation non moins importante des milliers d'ouvrages d'adduction d'eau par pompage solaire, réduisant de manière substantielle la corvée de la recherche d'eau pour les humains et le bétail. Population des États membres du SILS. Depuis 1990, le SILS a élargi ses actions aux autres États de l'Afrique de l'Ouest, notamment de l'élaboration de la politique agricole de la CEDEAO relative à la bonne gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des ressources naturelles à travers le suivi de la mise en œuvre de la Convention de Rio, le programme détaillé du NEPAD sur le développement de l'agriculture africaine, la constitution du stock régional des produits agricoles, ainsi que l'élaboration des plans d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux de lutte contre la désertification dans l'espace de SILS et l'Afrique de l'Ouest. Population des États membres de SILS. L'impact des actions du SILS est tangible
dans tous les secteurs de la vie socio-économique des États membres et particulièrement dans les services nationaux des ministères en charge de l'agriculture, l'environnement, les ressources en eau et la météorologie et les autres segments connexes. Et convaincu de cette performance et de ces résultats probants que la Guinée-Conakry a adhéré au CIRS en 2011, suivi de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo en 2012. C'est le lieu de réitérer à ces pays frères mes remerciements pour la confiance placée en notre institution commune, le CIRS. Population des États membres du CIRS. Aujourd'hui, des perspectives promoteuses s'offrent à nous avec la mise en œuvre de nouvelles initiatives comme l'Alliance mondiale contre le changement climatique, le programme régional de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique, le programme d'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'agriculture, l'élevage et l'eau, l'Alliance globale pour les initiatives résilientes au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ainsi que la coalition mondiale sur l'eau au Sahel. Toutes ces initiatives nobles sont conduites de commun accord avec la CEDEAO, du moins, que je remercie au passage pour leur constante disponibilité à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je leur réaffirme tout l'appui et le soutien du CIRS pour toutes les actions qu'elles mènent pour l'intérêt de la sous-région et partant de l'Afrique tout entière. Population des États membres du CIRS. Les actions que je viens d'énumérer et les perspectives qui s'ouvrent à nous doivent être capitalisées et bien orientées afin de développer et mettre en œuvre une nouvelle vision axée sur la transformation de l'agriculture et de l'élevage au profit des agriculteurs et des éleveurs, en créant des richesses et en résorbant le chômage des jeunes, citadins et ruraux, la redynamisation du secteur de la transformation agroalimentaire, la mise en œuvre des projets et programmes de résilience, ainsi que l'amélioration des outils d'information et d'alerte précoce. Tous ces efforts devraient nous permettre d'apporter une réponse durable à la menace terroriste, particulière à notre région du Sahel, par la création d'emplois décents aux jeunes et l'éradication de la pauvreté de nos populations. Pour réussir ce vaste chantier ambitieux, nous sollicitons le concours et l'appui nécessaire de la communauté internationale qui a été de tout temps à nos côtés et la remercie pour le soutien multiforme qu'elle ne cesse d'apporter au CIRS. Population des États membres du CIRS. Gardons à l'esprit que cette organisation de coopération technique régionale est notre bien commun, que nous avons le devoir de le renforcer et de le préserver pour les générations futures. Vive le CIRS, vive la solidarité sahélienne, africaine et internationale. Je vous remercie. Audience à la présidence de la République, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu tour à tour les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la communauté des États sahélo-sahéliens, SENSAD, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, M. Ramatan Lamara. Ceux-ci ont participé à une rencontre sous-régionale sur la sécurité. Nassour Nojiti a été pendant 2 jours le centre névralgique d'une grande réflexion menée par les ministres des Affaires étrangères de l'espace SENSAD. Comment coopérer pour renforcer la sécurité dans cet espace en but au terrorisme et à l'instabilité? Cette lancinante question a été débattue par les chefs de diplomatie et bien avant eux par les chefs de service des renseignements de la bande sahalo-saharienne avec en toile de fond les grands foyers de crise. À l'issue de leurs travaux, ils sont tous venus à la présidence de la République soumettre au chef de l'État, Idriss Déby Itno, les conclusions de leurs travaux qui sont sans conteste des pistes de solutions pour une paix et une stabilité totale dans la sous-région.
Les ministres des Affaires étrangères, avec à leur tête leur homologue tchadien Moussa Faki Mahamat, ont ensuite reçu les sages conseils du président en exercice de la CENSAD, Idriss Déby Itno. Et pour le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ramtan Lamamra, les deux rencontres de N'Djamena et les échanges avec le chef de l'État ont été très fructueux. Nous avons tous découvert à l'occasion de la crise malienne que la région se devait de s'organiser à la fois pour se préoccuper des causes profondes des phénomènes qui mènent à ce genre de crise, qui peut rester à l'état latent pendant longtemps, mais que le moment venu, elle peut dégénérer en crise ouverte, génératrice de bien des dommages et surtout des pertes en vie humaine. Donc l'aspect préventif est extrêmement important et la prévention s'entend également de la prévention structurelle. Donc les causes, qu'elles soient de nature économique, qu'elles soient de nature écologique, qu'elles aient à faire avec la citoyenneté participative, avec la gouvernance, tout cela est un vaste programme et il appartient à chacun de nos pays de se renforcer afin que chacun des maillons de la chaîne soit fort et puisse jouer son rôle. Les ministres des Affaires étrangères, comme vous le savez, se rendront bientôt aux Nations Unies, et certains d'entre eux dans des délégations conduites par les chefs d'État eux-mêmes. Et à l'occasion de cette présence aux Nations Unies, il y a un événement relatif au Sahel qui est organisé par le secrétaire général des Nations Unies. Et nous avons bon espoir que nous parviendrons avec le reste de nos partenaires internationaux à aller de l'avant dans la coordination stratégique de cet effort. La recherche de la paix est une constante chez le président de la République, Idriss Déby Itno. La rencontre de N'Djamena, couronnée de succès, a permis au pays de la CENSAD de se mettre d'accord sur la nécessité d'agir en synergie pour faire régner la paix. C'est une bonne chose pour le Tchad d'abriter une telle rencontre à quelques semaines de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Tchad brigue un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Notre pays pourra compter sur un soutien total des pays membres de la communauté des États sahélo-SENSAD. Confidence du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. Il est interrogé ici par Nassour Nodjiti. Il y a le soutien de l'ensemble du continent, de l'ensemble des composantes de l'Union africaine, SENSAD, CEDEAO, CEAC et autres. Il y a le soutien des pays des OCI, l'Organisation internationale de la coopération islamique, et de bien d'autres pays. Je crois que l'Union africaine a fait l'honneur au Tchad d'organiser cette importante réunion. C'est en réponse au rôle de plus en plus important du leadership du président de la République, notamment sur les questions de paix et de stabilité. La communauté internationale a salué, comme vous l'avez suivi, l'engagement et les sacrifices consentis par le Tchad au Mali, notre engagement en République centrafricaine, la paix que nous maintenons, que nous essayons de maintenir dans l'ensemble de notre voisinage, notre rôle dans la recherche d'une solution à la crise au Darfour, notre coopération avec les autorités nigérianes pour faire face au phénomène de Boko Haram. Donc nous sommes aujourd'hui au centre d'un grand travail au niveau du continent africain, au niveau de la région. Je pense que le Tchad, ses efforts sont reconnus par tous et la plupart des pays, sinon la totalité des pays que nous avons contactés, estiment que le Tchad est en droit de siéger au Conseil de sécurité pour amener sa contribution. En réalité, c'est un devoir. Nous sommes passés, l'histoire de notre pays l'a démontré, par des étapes très difficiles et nous savons mieux que quiconque les prix à payer pour la paix et la stabilité. Sont toujours à la présidence où le chef de l'État a reçu le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, le Burundais, Pierre Buyoya. La question de la paix et de la sécurité dans la sous-région était au centre des discussions. Nous retrouvons une fois de plus Nassour Nodjiti. Les échanges ont porté sur la situation post-électorale au Mali avec en toile de fond les grands défis qui attendent le nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. D'après Pierre Buyoya, le Tchad a largement contribué au retour de la paix et de la stabilité au Mali en payant un lourd tribut. Personne n'oubliera, a-t-il dit, le rôle combien déterminant joué par les soldats de la paix et de la liberté partis du Tchad pour débarrasser le
Mali de ces narcotrafiquants. Avons tous constaté les progrès remarquables au Mali avec l'élection du président de la République, dès que les filles de sécurité existent encore, que les menaces existent encore, qu'il faut donc continuer à collaborer pour faire face à ces menaces, parce que nous faisons le constat qu'au pays du Sahel ne peut assurer ça c'est à 100 tous. Nous avons revenu sur la contribution remarquable du Tchad dans la stabilisation du Mali. Bien sûr, nous avons encore une fois remédié, fêté sur le en guise de solidarité avec le Mali. Autre page de l'actualité, depuis hier après-midi, l'Honneur TV vient de doter la télé Tchad d'un studio mobile. Et national d'un car ultra moderne. Ce car que l'Honneur TV vient d'acquérir est un véhicule tropicalisé qui tient compte de toutes les intempéries. Ce car est une télévision mobile qui comprend une régie de production et de diffusion. Sa spécificité est qu'elle dispose d'un plateau avec un journaliste et deux invités, de la ultra-moderne électrogène de 30 kVA, d'un système de montage en temps réel et d'un détecteur de fumée qui se déclenche pour sécuriser tous ces véhicules tout-terrain de 390 chevaux en cas d'incendie. Le ministre de la Communication et son staff technique sont appuyés par des techniciens italiens pour expliquer au Premier ministre chef de gouvernement au détail près les différentes caractéristiques techniques de cette télévision, le tout d'un montant de 2,8 milliards de francs CFA. Pour le Premier ministre chef de gouvernement Joseph Djimrangar Datnadi, tous ces équipements viennent accroître les moyens de production et de diffusion de l'Office national des radios et de télévision du Tchad. Ce car a été conçu spécialement pour le Tchad. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadi et les membres du gouvernement présents à cette cérémonie ont signé tour à tour des registres pour se féliciter des matériels acquis par l'Honneur TV. Au terme de sa visite au siège de l'Honneur TV, le chef du gouvernement a bien voulu livrer ses impressions. Il est au micro de Ramateye. Le studio de l'engin mobile qui accroîtra les moyens de production et de diffusion de notre office. C'est tout un symbole. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, le chef de l'État a fait de ce secteur stratégique de notre pays son cheval de bataille. Et après la montée sur satellite, ce qui n'est pas donné à beaucoup de pays, nous sommes aujourd'hui dans ce cadre qui accroît les moyens de production et de diffusion de la télévision et de la radio nationale. Nous sommes un peu les témoins de cet effort d'investissement particulier en faveur des médias. Ce n'est pas seulement les conditions de travail des agents qui sont dedans, mais c'est l'ensemble de notre peuple qui trouve là un produit qui tient compte, n'est-ce pas, de son éparpillement à travers un territoire trop vaste. Nous sommes à 1 284 000 km². Donc partout où vous êtes, par ces moyens modernes-là, vous pouvez accéder à ce bien précieux qui est la communication. Donc il faut se réjouir de ce que, malgré plusieurs années de déchirement qui nous ont peut-être éloignés un peu de nos objectifs primordiaux, nous sommes aujourd'hui en mesure, je ne dirais pas, d'aller déjà chercher à concurrencer qui que ce soit, mais nous sommes en mesure de nous exprimer parce que nous nous en sommes donné les moyens. Et aujourd'hui, avec ce cas, on touche le concret.
on améliore naturellement, vous l'avez dit, les moyens de travail des hommes des médias. Mais j'insiste sur cet aspect particulier, c'est que c'est bien précieux la communication qui est aujourd'hui donc à la disposition de tout un chacun de l'endroit où il se trouve. Et vraiment, je suis très content. Ça doit être le cas aussi des membres du gouvernement qui sont avec moi, les mêmes collaborateurs, vous-même les hommes des médias qui sont avec moi. Je voudrais tirer mon chapeau à votre ministre, Hassan Sylla, quand même, qui s'est battu comme un beau diable, n'est-ce pas, pour nous offrir sur les instructions et les orientations précises du président de la République. C'est moi un travail qui va certainement vous galvaniser parce qu'il n'est plus question de faire dans la médiocrité. C'est le défi que je vous lance. Vous savez, mon engouement pour l'effort, pour la qualité, pour la rigueur, et je crois qu'aujourd'hui, le secteur de la communication a les moyens qu'il lui faut pour appliquer ces orientations. Donc vraiment, je tire mon chapeau au ministre Hassan Sylla et naturellement l'opérateur, puisque nous nous sommes adressés à un fournisseur, là encore tchadien, M. Abakar Moussa, Moussa, sous le pseudonyme d'Almanak, connu pour son sens d'imagination et qui a donc traduit en actes les orientations qui étaient données par le président de la République et mises en musique par le gouvernement. Ce frère a fait ce qu'il faut pour que nous ayons aujourd'hui ces joyaux, il faut appeler les choses par leur nom, ces joyaux, qui fait notre fierté, mais qui fait aussi, qui renforce les moyens de production et, je le répète, de diffusion de l'office. L'éducation, on n'en parlera jamais assez depuis sa prise de fonction et surtout après les résultats catastrophiques du baccalauréat. Session de juin 2013, le chef du gouvernement, Joseph Djimranga Dadnadji, ne cesse de multiplier des rencontres avec les différents acteurs du système éducatif tchadien. Aujourd'hui, ce sont les membres du syndicat des enseignants du Tchad qui ont été reçus. Les échanges ont porté sur la réforme du système éducatif tchadien. Assira Namatiga pour les précisions. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne voudrait pas faire les choses à moitié pour révolutionner l'école tchadienne, consulte et prend l'avis de tous les partenaires du secteur de l'éducation. À travers ces consultations, Joseph Djimranga Dadnadji voudrait également couper court aux rumeurs des oiseaux de mauvais augure tapis dans l'ombre qui tentent de saper cette mesure salutaire pour l'éducation tchadienne en déliquescence avancée. C'est dans cette optique qu'il a reçu les responsables des syndicats des anciens du Tchad, 7, afin de leur informer largement de ces décisions, d'ailleurs contenues dans les recommandations issues du forum et de la loi 16 portant orientation du système éducatif tchadien. Ce n'est pas une invention du chef du gouvernement, comme le laissent croire certains esprits malins, toujours hostiles à la réforme du système éducatif, puisqu'ils n'y trouvent pas leur compte. Ceux qui sont chargés de mettre en musique ces mesures ont reçu des orientations claires et précises du Premier ministre chef du gouvernement, lesquelles décisions ont pour objectif d'arriver à un enseignement de qualité pour permettre à l'école tchadienne de sortir de l'ornière. Le recentrage des lycées dans les chefs-lieux des régions et départements permet de récupérer les compétences dispersées un peu partout et procéder au redéploiement des anciens qualifiés en vue d'assurer un bon encadrement. Voilà le souci du chef de l'État qui a mis des moyens colossaux pour la renaissance de l'école tchadienne et que le Premier ministre, chef du gouvernement, est chargé de mettre en application. Pour rafraîchir la mémoire des dernières rencontres que le chef du gouvernement a eues avec les ministres concernés, il a clairement expliqué le bien fondé de ces décisions, contrairement aux rumeurs d'ici ça et là pour semer la confusion dans les esprits des parents et élèves. Pour le chef du gouvernement, il pourrait y avoir des exceptions dans certaines sous-préfectures et villages, mais à condition qu'il y ait des professeurs certifiés requis. Le ministre n'a jamais été radical, comme on le laisse croire. Cerise sous le gâteau, le syndicat des anciens du Tchad s'est dit aussi disposé à accompagner le gouvernement dans la réforme de l'école tchadienne, agonisante dans l'intérêt de tous et de la patrie. Le 7 en a aussi profité pour dénoncer le clientélisme entretenu au sein des ministères des enseignements, des recrutements fantaisistes, des nominations par complaisance, des pressions politiques inutiles et le refus délibéré de faire avancer les enseignants par le ministère de la fonction publique. Les responsables ont trouvé une oreille attentive du Premier ministre qui a promis d'examiner leurs préoccupations dans les détails et dans un bref délai.
Toujours à la primature, juste après avoir échangé avec les membres du bureau exécutif du CET, c'est au tour d'une délégation de United Bank for Africa, conduite par son directeur général Aliou Salami, d'être reçu Ramadeye Hassan. Le directeur général de l'UBA Tchad, Aliou Salami, est venu présenter au chef du gouvernement le projet d'extension de ces réseaux dans d'autres villes du pays ainsi que le projet d'électrification inter-État. Le Premier ministre chef du gouvernement a encouragé ces initiatives prises par les responsables de l'UBA Tchad afin de contribuer au développement socio-économique du pays. Il a rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement est disposé à faciliter l'environnement des affaires aux investisseurs qui veulent investir dans le pays. Le directeur général de l'UBA Tchad, Aliou Salami, a dévoilé au Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji sa stratégie d'extension avant de déclarer que l'objectif de ces groupes bancaires panafricains est de promouvoir les échanges, les activités commerciales et financières du continent. For the opportunity of the visit. As we know, the primary intervention of any bank in any economy is to de toute banque dans l'économie collaborate with the government. Et de collaborer avec le gouvernement. Is to collaborate with their host government. Le gouvernement d'accueil. To facilitate infrastructure development of faciliter les infrastructures de développement du pays. L'UBA est implantée au Tchad depuis 2009 et elle est présente dans 19 pays africains. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Bonsoir.